Je suis arrivé chez ma fille sans prévenir le jour de Noël 2025. Elle m'a dit: Qui t'a invité, vieux bonhomme? Cette fête est réservée à la famille. Va-t'en. Je suis parti en silence. Pendant 63 ans, j'avais été Marcel Dubois, professeur des écoles à la retraite, veuf depuis 8 ans, un homme qui vivait seul à Nantes. Ma vie était simple, prévisible et solitaire de cette façon silencieuse qui s'installe quand votre femme est partie et que votre enfant unique a déménagé à 3 régions de là. Claire avait toujours été une bonne fille, non? Elle appelait toutes les 2, 3 semaines, envoyait des cartes pour mon anniversaire, venait même me voir 2 fois par an avec son mari Thomas et mes 2 précieux petits-enfants, Emma et Hugo. Du moins, c'est ce que je me racontais durant ces longues soirées d'hiver, où la maison semblait trop grande et trop vide. Le premier moment étrange est arrivé en octobre. J'avais appelé pour souhaiter un bon anniversaire à Emma qui fêtait ses 10 ans, mais c'est Thomas qui avait répondu avec une froideur dans la voix que je ne lui connaissais pas. Marcel, on est occupé là. Claire te rappellera. Clic. Elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai réessayé 3 jours plus tard, mes appels tombaient directement sur messagerie. J'ai laissé des messages enjoués de grand-père. Rien. Le silence. Puis les publications sur les réseaux sociaux ont commencé à apparaître. Il y avait des photos de la fête d'anniversaire d'Emma. Une célébration somptueuse avec un château gonflable, des dizaines d'enfants, des tables chargées de nourriture. Je n'avais pas été invité. Je n'en avais même pas eu connaissance. Photo d'Halloween. Emma déguisée en princesse, Hugo en super-héros. La légende disait le meilleur Halloween de tous les temps avec toute notre famille. J'ai compté les visages. Les beaux-parents de Claire étaient là, la sœur de Thomas et sa famille. Mais aucune mention de moi, aucune reconnaissance du fait que j'existais. Avais-je fait quelque chose de mal? J'ai retourné le problème dans ma tête pendant des semaines. Rien ne me venait à l'esprit. Le silence est devenu plus lourd, plus oppressant. À la mi-novembre, j'ai décidé que je ne pouvais plus le supporter. Noël approchait, et sûrement, la famille serait réunie pour Noël. Il ne m'exclurait pas de Noël. Je n'ai pas appelé à l'avance. J'aurais peut-être dû, mais une partie de moi craignait qu'ils me disent de ne pas venir. Au lieu de ça, j'ai réservé un billet de train pour leur maison dans les Yvelines, acheté les ingrédients pour ma fameuse tarte aux noix de Pécan, la préférée de Claire depuis l'enfance, et fait le trajet de 6 heures avec le cœur plein d'espoir et l'estomac noué d'angoisse. Leur maison dans la banlieue de Versailles était exactement comme je m'en souvenais. Des voitures remplissèrent l'allée. Une lumière chaleureuse brillait aux fenêtres. Je pouvais sentir la dinde et entendre des rires flotter dans l'air frais de décembre. J'ai frappé à la porte, serrant ma tarte. Est-ce qu'Emma et Hugo allaient courir pour me faire un câlin? La porte s'est ouverte et Claire se tenait là, verre de vin à la main, le visage rougi par la chaleur et l'alcool. Son expression a changé instantanément. Le sourire a disparu. Ses yeux sont devenus froids. Si froids que j'ai à peine pu la reconnaître. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour Noël, ma chérie. J'ai apporté ta préférée. Qui t'a invité? Sa voix était assez forte pour que la conversation à l'intérieur s'arrête. Thomas est apparu derrière elle, le visage tordu d'agacement. Je pensais, c'est Noël. La famille? Cette fête est réservée à la famille seulement, vieux bonhomme, a craché Claire. Tu ne peux pas débarquer ici sans prévenir. On a des projets. On a des invités. Tu dois partir. Derrière elle, j'ai aperçu la salle à manger. Les parents de Thomas étaient assis à table, observant avec des expressions embarrassées. Mais mes petits-enfants, où étaient mes petits-enfants? Mais Claire, je suis ton père. Rentre chez toi. Son cri a résonné dans la rue de banlieue tranquille. Les rideaux des voisins ont frémi. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber la tarte. Le regard dans les yeux de ma fille était du mépris pur, comme si j'étais un étranger, un intrus, un fardeau dont elle ne pouvait pas attendre de se débarrasser. Pour la première fois de mes 63 ans, je me suis senti vraiment invisible.
Je me suis retourné sans un mot et j'ai descendu l'allée. Ma vision s'est brouillée de larmes que j'ai refusé de laisser couler jusqu'à ce que je sois hors de vue. J'ai passé cette nuit dans un motel bon marché, fixant la tarte aux noix de pécan posée sur la commode. Je n'avais pas mangé, ne pouvais pas manger. Mon téléphone était sombre et silencieux. Pas d'excuses, pas d'explications, rien. Qu'avais-je perdu? J'avais perdu ma fille. Quelque part entre son enfance et maintenant, la petite fille qui tenait autrefois ma main était devenue une étrangère qui me claquait la porte au nez. Mais c'était plus que ça. J'avais perdu des années de la vie d'Emma et d'Hugo que je ne pourrais jamais récupérer. Presque 2 ans où leur grand-père avait été effacé de leur vie. La douleur s'est cristallisée en quelque chose de plus dur alors que l'aube se levait. Sous la douleur, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. La colère. Une vraie colère brûlante. J'avais élevé Claire seule après que sa mère soit morte quand elle avait 12 ans. Travaillé en double vacation pour payer ses études universitaires. Était là pour chaque étape importante, chaque crise, chaque triomphe. Et c'est ainsi qu'elle me remerciait. Non, ce n'était pas juste, et je n'allais pas l'accepter. Le lendemain, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à chercher. J'ai passé en revue chaque publication sur les réseaux sociaux des 2 dernières années. Le schéma est devenu clair. J'avais été systématiquement effacé de leur récit. Le père de Thomas était mentionné constamment, louangé sans fin. Moi, j'étais devenu un fantôme. J'ai appelé ma banque. Mon compte montrait les virements automatiques mensuels que j'envoyais à Claire depuis 3 ans. 500 € par mois, tous les mois sans faute. 18 000 € au total pour le fonds d'études des enfants. Pendant qu'elle prenait mon argent, elle me coupait de leur vie. Je me suis souvenu de Philippe Moreau. Nous avions enseigné ensemble pendant 15 ans avant qu'il quitte l'éducation pour devenir travailleur social spécialisé dans les affaires des personnes âgées. J'ai trouvé le numéro de son cabinet et composé, le cœur battant. Philippe, c'est Marcel Dubois. Je pense que ma fille essaie de me couper de la vie de mes petits-enfants, et je ne sais pas quoi faire. Marcel, bien sûr que je me souviens de toi. Raconte-moi tout. Pour la première fois depuis que Claire m'avait claqué la porte au nez, j'ai senti une lueur d'espoir. Philippe m'a reçu à son cabinet le lundi suivant. Je lui ai tout raconté. Les appels sans réponse, la fête d'anniversaire, les publications sur les réseaux sociaux, l'argent que j'avais envoyé, et Noël. La façon dont Claire m'avait regardé, le venin dans sa voix. Philippe prenait des notes, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Marcel, ce que tu décris s'appelle l'aliénation des grands-parents. C'est plus courant qu'on ne le pense. La France a des lois sur le droit de visite des grands-parents, mais elles sont compliquées et nous devrons construire un dossier solide. Que dois-je faire? Premièrement, nous documentons tout. Je veux des copies de toutes les communications. Deuxièmement, nous devons établir que tu avais une relation significative avec tes petits-enfants avant que ça commence. As-tu des photos, des lettres? J'ai hoché la tête, pensant au carton dans mon grenier. Carte d'anniversaire qu'Emma et Hugo m'avaient faite. Photo de visite. La couverture que j'avais cousue pour Hugo. Troisièmement, nous allons envoyer une lettre formelle à Claire et Thomas. Professionnelle mais ferme. Nous demanderons un droit de visite régulier et une explication. Leur réponse sera cruciale. Et s'ils refusent? Alors nous déposons une requête auprès du tribunal. Nous avons passé 3 heures à passer en revue la documentation. Philippe m'a aidé à télécharger les publications sociales. Nous avons rédigé une chronologie. Il a photographié mes relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels sans réponse. À la fin, nous avions un dossier de 5 cm d'épaisseur. La lettre est partie le mercredi. Je savais que Claire la recevrait au plus tard vendredi. Une partie de moi espérait qu'elle appellerait, s'excuserait. Mais je savais mieux. Vendredi après-midi, mon téléphone a sonné. Le nom de Claire clignotait sur l'écran. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Tu as envoyé une lettre juridique à notre maison? Tu es devenu fou? Claire,
Je veux juste voir mes petits-enfants. Tu n'as aucun droit. Ce sont nos enfants, pas les tiens. Tu ne peux pas nous menacer avec des avocats. Je ne menace personne. J'ai simplement demandé. Thomas est furieux. Ses parents sont furieux. Tu as transformé une simple limite familiale en problème juridique. Simple limite familiale. C'est ainsi qu'elle appelait m'effacer de l'existence. Claire, dis-moi juste ce que j'ai fait de mal. Pourquoi tu ne me laisses pas voir Emma et Hugo? C'est exactement pour ça. Tu étouffes, tu contrôles. Tu as toujours été contrôlant. Toujours à t'insérer là où on ne veut pas de toi. Les enfants ne se souviennent même pas bien de toi. Hugo n'avait que 4 ans la dernière fois. Ils sont passés à autre chose, papa. Nous tous. Les mots me frappaient comme des coups physiques. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a tout changé. En plus, on leur a dit que tu avais déménagé loin. Ils pensent, moi, que tu vis en Corse ou quelque chose comme ça. C'est plus facile comme ça. Ils ne posent pas de questions. Ils ne se sentent pas coupables. Et nous n'avons pas à gérer tes demandes constantes d'attention. Mon souffle s'est coupé. Vous leur avez dit que j'avais déménagé. Vous leur avez menti. Il y a eu une pause. Dans cette pause, j'ai entendu la voix de Thomas en arrière-plan, aiguë et en colère. Claire, raccroche. Ne lui dis rien d'autre. Cette conversation est terminée. Si tu nous contactes encore, si tu envoies d'autres lettres, on obtiendra une ordonnance restrictive. Reste loin de notre famille. La ligne est devenue morte. Je suis resté assis dans ma cuisine et j'ai senti quelque chose de fondamental se déplacer en moi. Ils avaient menti à mes petits-enfants. Ils avaient dit à Emma et Hugo que je les avais abandonnés. Non seulement ils m'avaient exclu, mais ils avaient fait de moi le méchant dans leur histoire. J'avais ma preuve maintenant. Claire avait tout admis dans la colère, sans réaliser ce qu'elle révélait. C'était le point de non-retour. Il n'y aurait que le combat. J'ai appelé Philippe. Ma voix était stable maintenant. Elle a admis qu'ils ont menti aux enfants. Elle a dit qu'ils ont raconté à Emma et Hugo que j'avais déménagé en Corse. Elle a dit que c'était plus facile comme ça. As-tu enregistré l'appel? Non. Ce n'est pas grave. Écris tout ce qu'elle a dit mot pour mot pendant que c'est frais. C'est exactement ce dont nous avons besoin, Marcel. L'aliénation parentale, impliquant une tromperie délibérée sur la localisation d'un grand-parent, est prise très au sérieux par les tribunaux. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé avec Philippe pour déposer une requête formelle pour droit de visite. Nous avons inclus la chronologie, la documentation, mon compte-rendu de l'appel et des déclarations de mes amis. La requête a été déposée le 15 décembre. Claire et Thomas avaient 30 jours pour répondre. Ils ont répondu en exactement 1 semaine. Mais pas par l'intermédiaire d'avocats. Ils sont venus chez moi. J'ai vu le SUV de Claire se garer. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Elle en est sortie, suivie de Thomas et d'un homme que je ne reconnaissais pas portant une mallette. J'ai ouvert la porte, mais gardé la chaîne de sécurité engagée. « On doit parler », dit Claire. « Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire par l'intermédiaire de votre avocat. » L'homme avec la mallette s'est avancé. « Monsieur Dubois, je suis maître Richard Bertrand. Nous aimerions discuter avant que ça n'aille plus loin. » Il n'y a rien à discuter. Thomas a poussé en avant. « Marcel, s'il te plaît. On peut juste entrer et parler pour le bien des enfants? Les enfants à qui vous avez menti à mon sujet? » L'avocat s'est éclairci la gorge. « Mes clients sont prêts à offrir un compromis. Vous pouvez visiter Emma et Hugo 4 fois par an avec Claire et Thomas présents. En échange, vous retirez votre requête. 4 fois par an, supervisée. Après avoir été un grand-père actif qui visitait mensuellement. » Non, le masque de Thomas a glissé. « Tu es déraisonnable. Vous m'offrez des miettes. La réponse est non. » Claire s'est approchée, sa voix tombant à quelque chose de dangereux. « Tu veux jouer dur, papa? On dira au tribunal que tu es mentalement instable, qu'on a montré sans prévenir à Noël. Ton comportement obsessionnel, tes appels constants. On te fera passer pour un vieux fou qu'il faut tenir éloigné des enfants. Vous allez commettre un parjure. On dira la vérité telle que nous la voyons,
dit Thomas. Un grand-père qui ne peut pas accepter que sa fille ait sa propre famille, qui nous traque sur les réseaux sociaux. Le tribunal te verra pour ce que tu es. Un homme seul et désespéré, essayant de se forcer dans des vies où il n'a pas sa place. L'avocat ajouta, ils demanderont une protection complète. Pas d'appel, pas de lettre. Si vous persistez, vous pourriez finir avec rien. Je regardais ma fille. La femme debout sur mon perron ne ressemblait guère à la petite fille que j'avais élevée. Ses yeux étaient rate froids, calculateurs. Sortez de ma propriété. Si vous voulez me menacer, faites-le par le système judiciaire. Ils sont partis. Je les ai regardés se regrouper près de la voiture, se disputant. Quand ils sont partis, mes jambes ont cédé. Je me suis effondré et j'ai pleuré. Pas des larmes douces, mais des sanglots profonds. Mais sous le chagrin, quelque chose d'autre demeurait. La résolution. Ils avaient montré leur jeu. Ils étaient prêts à mentir, à menacer. Mais ils avaient aussi révélé leur peur. Ils ne seraient pas venus s'ils ne pensaient pas que j'avais une chance de gagner. 3 jours avant Noël, un colis est arrivé. Un album photo en cuir coûteux rempli de photos d'Emma et Hugo. Des photos récentes que je n'avais jamais vues. Une note de Thomas offrait des mises à jour trimestrielles si je retirais la requête. Mon cœur a fait mal en tournant les pages. Emma avait perdu 2 dents de devant. Hugo était plus grand. Les voici à la plage. Emma dans une pièce de théâtre. Hugo avec un trophée. C'était exactement ce qu'il voulait. Agiter mes petits-enfants devant moi, comme un appât. Mon doigt a survolé le contact de Claire. Un appel, un compromis. Je pourrais avoir au moins ça. Puis j'ai fermé l'album et je l'ai mis de côté. Non, c'était de la manipulation. Des photos trimestrielles n'étaient pas une relation. Ce n'étaient pas des dîners du dimanche ou apprendre à Hugo à faire des biscuits. Pas être là pour les cauchemars d'Emma ou les matchs de Hugo. J'ai appelé Philippe. Ils m'ont envoyé des photos avec une note me demandant de retirer la requête. Et je ne mords pas à l'hameçon. Bien, ils deviennent désespérés. On est sur la bonne voie. Au cours des semaines suivantes, les tentations ont continué. Messages vocaux de Claire plus doux, presque sur un ton d'excuse. Email de Thomas décrivant comment Emma avait demandé après moi. Mais j'ai maintenu mon calme. J'ai tout transféré à Philippe. Je n'ai rien répondu. Ce dont j'avais besoin, c'était du soutien. Je l'ai trouvé dans des endroits inattendus. Carole Leclerc de mon club de lecture a révélé que son fils l'avait coupé de ses petits-enfants 3 ans auparavant. J'ai abandonné. Je les ai laissés gagner parce que j'étais trop fatigué. Ne fais pas mon erreur, Marcel. Bernard Rousseau, un juge à la retraite qui vivait près de chez moi, m'a aidé avec les documents juridiques. Les tribunaux prennent les droits des grands-parents au sérieux. Tu as de la documentation, des témoins et la vérité. Mais le soutien le plus inattendu est venu d'un forum en ligne que Philippe m'avait recommandé. Une communauté de grands-parents se battant pour leurs petits-enfants. Des centaines de personnes partageant des histoires, offrant des conseils. J'ai commencé à publier ma propre histoire. Les réponses sont arrivées en quelques heures. Reste fort. Documente tout. Mon fils a fait pareil. J'ai gagné après 2 ans. Pour la première fois depuis Noël, je ne me sentais pas seul. Mi-janvier, Claire et Thomas sont revenus. Sans avocat cette fois. Claire avait l'air épuisée, défaite. « Papa, s'il te plaît, on peut parler ?» Pas d'avocat, juste la famille. Contre mon meilleur jugement, je les ai laissés entrer. Ils se sont assis sur mon canapé. Je n'ai pas dormi. Cette affaire me déchire, papa. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Alors pourquoi c'est arrivé ? Elle a jeté un coup d'œil à Thomas. J'essayais de protéger ma famille. Le père de Thomas est très impliqué avec les enfants. Avoir 2 grands-pères en compétition était déroutant pour Emma et Hugo. En compétition. Comme si aimer mes petits-enfants était un concours. Donc, vous m'avez effacé. On allait te réintégrer progressivement, a dit Thomas, une fois que les enfants seraient plus âgés.
Mais ensuite, tu as impliqué des avocats et tout a dégénéré. C'était magistral. La façon dont il faisait sonner ça, raisonnable. La façon dont il faisait de moi, le problème. Vous leur avez dit que j'avais déménagé en Corse? Claire a grimacé. C'était faux, je l'admets. J'ai paniqué quand Emma n'arrêtait pas de demander. Mais on peut arranger ça. On peut leur dire la vérité. Si tu retires l'affaire. Papa, pense à ce que ça va leur faire. Tu veux qu'Emma et Hugo grandissent en sachant que leur grand-père a traîné leurs parents devant les tribunaux? C'est l'héritage que tu veux laisser? Elle essayait de me rendre responsable des dommages qu'elle avait causés. Ce que je veux, c'est que mes petits-enfants sachent que leur grand-père les aime. Des visites régulières non supervisées. Ne pas être effacé et qu'on mente sur moi. L'expression de Thomas a changé. Le masque a glissé. Tu es égoïste. Tu mets tes désirs au-dessus du bien-être des enfants. Claire et moi sommes leurs parents. Nous décidons ce qui est le mieux, pas toi. Et vous avez décidé que mentir était le mieux. Nous avons décidé que la paix était le mieux. Sa voix est montée, aiguë. Tu sais combien de stress ça a mis sur notre famille? Claire est anxieuse depuis des mois. Le professeur d'Emma a demandé si tout allait bien parce qu'elle a été distraite. Tu détruis notre famille. Moi, je ne suis pas celui qui a menti, qui a coupé le contact, qui a pris 18 000 € tout en m'isolant. Thomas s'est levé brusquement. C'est sans espoir. Elle ne va pas écouter la raison. La raison? Je me suis levé aussi. Vous débarquez chez moi, me nourrissez de mensonges et attendez que j'abandonne mes petits-enfants parce que c'est plus pratique pour vous. Quel genre de personne êtes-vous devenu? Le genre qui protège ses enfants des grands-parents toxiques. Tu es manipulateur. Tu utilises les tribunaux pour te frayer un chemin dans des vies où on ne veut pas de toi. Voilà, la vérité. Claire a attrapé le bras de Thomas. Thomas, non. Il faut qu'il entende ça. On ne veut pas de lui, Claire. Les enfants n'ont pas besoin de lui. Mon père leur donne tout. Ton père n'est qu'un vieil homme amer qui ne peut pas accepter qu'il n'est plus pertinent. Le silence était assourdissant. Claire ne l'a pas contredit. Elle ne m'a pas défendu, complice de chaque mot cruel. Sortez de ma maison. Après leur départ, la peur m'a parcouru. Et s'ils avaient raison? Mais sous la peur, une détermination ardente brûlait. Ils avaient montré leur vrai visage. La salle d'audience était petite. Lambris de chêne, lumière fluorescente, la juge Patricia Lefebvre a l'air fatiguée avec des lunettes de lecture. Elle avait la réputation d'être juste mais dure. Claire et Thomas étaient assis avec leur avocat sur le côté gauche. J'étais assis avec Philippe sur la droite. Derrière moi, Carole et Bernard étaient venus pour me soutenir. Claire ne me regardait pas. Thomas fixait droit devant. Ils avaient lieu l'air du couple parfait, les parents responsables. Moi, j'avais l'air de ce que j'étais. Un grand-père de 63 ans, en costume de grand magasin. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité. L'audience a commencé. Leur avocat m'a dépeint comme un grand-père autoritaire qui ne pouvait pas respecter les limites, dont la visite surprise à Noël avait bouleversé ses clients. Philippe a répondu simplement « Votre honneur, c'est un cas concernant un grand-père qui avait une relation aimante et active avec ses petits-enfants jusqu'à ce qu'ils soient systématiquement effacés de leur vie par la tromperie. Nous sommes ici pour restaurer cette relation. » Claire a témoigné que j'étais contrôlant, que ma visite avait traumatisé les enfants. Thomas a soutenu son récit. Leur avocat a présenté des publications sociales comme preuve de leur famille stable. Je suis resté calme. Philippe m'avait entraîné. Ne réagis pas. Laisse-les se creuser leur tombe. Puis ce fut mon tour. Philippe m'a mené méthodiquement. Ma relation avec Emma et Hugo depuis leur naissance. Les visites mensuelles. Les 18 000 € envoyés. Monsieur Dubois, que s'est-il passé à Noël 2025? J'ai décrit la scène exactement. Ma voix n'a pas vacillé. Claire a dit que la fête était réservée à la famille. M'a appelé vieux bonhomme et dit de partir. Murmure dans la salle. La juge a pris une note.
Avez-vous eu un contact avec vos petits-enfants ces 2 dernières années? Non, aucun. Mes appels restent sans réponse. Mes lettres sont retournées. Savez-vous pourquoi? Oui, Claire m'a admis lors d'un appel qu'ils avaient dit à Emma et Hugo que j'avais déménagé en Corse. Ils ont menti aux enfants pour éviter les questions. L'avocat de Claire a bondi. Objection. Oui dire. Votre honneur, j'ai le compte-rendu écrit contemporain de cet appel, daté et détaillé. J'ai aussi les relevés téléphoniques confirmant que l'appel a eu lieu. Je l'accepte. La juge a regardé Claire avec un nouvel intérêt. Philippe a approché avec un dossier. Je vous montre la pièce F, une chronologie de mes tentatives de contact. 37 appels, 22 emails, 8 lettres. 0 réponse jusqu'à la requête. La pièce G, publication sociale montrant des rassemblements familiaux, où je n'étais pas invité, y compris la fête du 10e anniversaire d'Emma avec la légende «Toute notre famille». Mais je n'étais pas là. La pièce H, relevé bancaire montrant 18 000 € de virement pour le fonds d'études. Et la pièce Y, une lettre offrant des photos trimestrielles en échange du retrait de cette requête. Une tentative de faire taire M. Dubois. La juge a pris la lettre, l'a lue et a regardé Claire. Madame Mercier, avez-vous envoyé cette lettre? Claire s'est agitée. Nous essayons de trouver un compromis. Un compromis impliquerait des visites réelles, pas des photographies. La voix de la juge était tranchante. Avez-vous, oui ou non, dit à vos enfants que leur grand-père avait déménagé en Corse? Silence. Répondez, Madame Mercier. Le visage de Claire était devenu pâle. C'était un malentendu. Vous avez menti à votre fille. Ce que vous appelez un malentendu, ce tribunal appelle ça de l'aliénation parentale. Et les 18 000 € pris pendant que vous l'empêchiez de les voir me préoccupent encore plus. Thomas a voulu parler. La juge l'a fait taire. J'ordonne qu'un psychologue pour enfants interroge Emma et Hugo dans les 2 prochaines semaines. Je veux savoir ce qu'on leur a dit et évaluer s'ils ont été soumis à des tactiques d'aliénation. Nous nous réunirons après pour ma décision. Elle a abaissé son marteau. Claire et Thomas ont quitté la salle sans me regarder. Mais tout le monde savait la vérité. Ils étaient en train de perdre. Le rapport de la Dre Isabelle Moreau est arrivé 2 semaines plus tard. Philippe m'a appelé immédiatement. Marcel, assidez-toi. Tu vas vouloir entendre ça. Elle avait passé 3 heures avec Emma et Hugo. Ses conclusions étaient dévastatrices. Emma avait rapporté se sentir confuse sur pourquoi son grand-père avait déménagé sans dire au revoir. On lui avait dit que j'étais trop occupé à commencer une nouvelle vie pour leur parler. Elle avait pleuré quand la psychologue lui avait expliqué que je n'avais jamais déménagé. Hugo avait demandé si le grand-père dont il se souvenait, celui qui faisait des cookies et lui lisait des histoires, était toujours vivant ou au ciel avec grand-mère. On leur avait laissé croire que j'étais peut-être mort. Pas directement, mais à travers des implications soigneuses. Quand Emma avait persisté, ils avaient inventé l'histoire de Corse. Le rapport était clinique, mais accablant. Les enfants montrent des signes de perte ambigus concernant leur grand-père paternel. On leur a donné des informations incohérentes, suggérant un obscurcissement intentionnel. Emma affiche de la culpabilité et de la confusion, croyant avoir fait quelque chose pour éloigner son grand-père. Cohérent avec l'aliénation des grands-parents. Psychologiquement nuisible aux 2 enfants. Recommandation. Restauration immédiate de la relation. Visite régulière non supervisée. Thérapie familiale. Surveillance judiciaire. L'audience finale était le 5 mars. Cette fois, la salle était pleine de soutien. Carole, Bernard, d'autres du groupe. La juge Lefebvre est entrée. Claire était cendrée. Thomas tremblait. J'ai examiné le rapport de la Dre Moreau. J'ai rarement vu une preuve aussi claire d'aliénation parentale. Monsieur et Madame Mercier, ce que vous avez fait à vos enfants et à Monsieur Dubois est répréhensible. Claire a commencé à parler. La juge a levé sa main. Je n'ai pas fini. Vous avez dit à votre fille que son grand-père l'avait abandonnée. Permis à votre fils de croire qu'il était peut-être mort.
pris 18 000 euros tout en l'effaçant systématiquement. Menti à un psychologue judiciaire. Emma souffre de problèmes de culpabilité et d'abandon directement causés par votre tromperie. Elle me regarda. Monsieur Dubois, j'accorde votre requête en intégralité. Un week-end par mois non supervisé. Jour férié en alternance. Appel vidéo hebdomadaire. Monsieur et Madame Mercier faciliteront ces visites sans interférence ou feront face à des accusations d'outrage. L'avocat tenta d'intervenir. La juge refusa. J'ordonne une thérapie familiale pour toutes les parties, y compris Emma et Hugo. Coût entièrement supporté par les Mercier. Et vous allez vous asseoir avec vos enfants en présence de la Dromoro et leur dire la vérité. Vous expliquerez que leur grand-père ne les a jamais abandonnés, a essayé de les voir tout ce temps. Vous assumerez l'entière responsabilité. Si je découvre que vous manipulez ou minimisez, j'élargirai encore les droits de visite. Elle a abaissé son marteau. Audience levée. Je suis resté figé. Puis Philippe a attrapé ma main. Tu as gagné, Marcel. Complètement gagné. Claire me regarda une fois. Aucune excuse. Seulement défaite et ressentiment. Je m'en fichais. La première visite, 20 mars. Claire et Thomas ont déposé Emma et Hugo à 10 heures. Furieux. Retour à 18 heures, dit Claire sèchement. Je les ramènerai à 19 heures. C'est ce que dit l'ordonnance. Emma est entrée avec hésitation, yeux rouges. Hugo est resté près de sa sœur, incertain. Salut mes chéris, je sais que c'est déroutant, mais vous m'avez manqué tous les jours et je suis tellement heureux que vous soyez là. Emma s'est effondrée. Pourquoi ils ont dit que tu avais déménagé? Parce qu'ils ont fait une erreur, une grosse erreur. Mais on va arranger ça maintenant. J'avais planifié la journée avec soin. D'abord, nous avons fait des cookies aux pépites de chocolat, la recette que j'avais faite pour Claire quand elle avait leur âge. Hugo a cassé les œufs de façon désordonnée. Emma a mesuré les pépites en glissant plusieurs dans sa bouche. La cuisine s'est remplie de chaleur et de vanille. Pendant que les cookies cuisaient, je leur ai montré les cartons gardés. Chaque carte d'anniversaire qu'ils m'avaient faite. Photos de quand ils étaient bébés. La couverture cousue pour Hugo. La maison de poupée construite pour Emma. Tu as gardé tout ça? Murmura Emma en touchant les cartes. Bien sûr, vous êtes mes petits-enfants. Je garde tout. À l'heure du déjeuner, une partie de la tension s'était dissipée. Nous avons mangé des croque-monsieur et de la soupe à la tomate. Parlé de l'école, d'amis, de leurs émissions préférées. Hugo m'a parlé de son équipe de foot. Emma m'a montré ses projets artistiques. Au cours des mois suivants, une routine s'est établie. Tous les troisièmes week-ends, Emma et Hugo venaient. Je les emmenais au musée, à la plage, au glacier, où Claire suppliait pour des vermicelles. Nous cuisinions, lisions, faisions des puzzles. Lentement, nous reconstruisions la relation volée. Emma luttait avec la trahison. « Pourquoi mentir comme ça ?» m'a-t-elle demandé un soir. Les gens font parfois de très mauvais choix quand ils ont peur de perdre le contrôle. Ça ne l'excuse pas, mais c'est la vérité. Je ne leur fais plus confiance. Je ne sais pas si je leur ferai jamais confiance. Je ne l'ai ni encouragée, ni découragée. Elle devait traiter ses émotions à sa façon. Pendant ce temps, le monde de Claire et Thomas s'effritait. Les séances de thérapie obligatoires les montraient résistants et défensifs. Leur relation avec les enfants devint tendue. Emma se distança, demandant des visites supplémentaires avec moi. La retombée sociale fut pire. Quelqu'un avait partagé les détails dans leur communauté. Le père de Thomas, Michel, les confronta sur les mensonges et réduisit son implication. Leur groupe d'amis se contracta. Au match de Hugo, les parents étaient cordiaux, mais froids. Le travail de Claire souffrit. Elle fut mise de côté pour une promotion. Thomas commença à boire plus. Pendant que leur vie s'effondrait, la mienne s'épanouissait. J'avais mes petits-enfants. Mon but. Je suis devenu actif dans la communauté des droits des grands-parents. Philippe et moi sommes devenus amis proches. Ma maison était pleine de vie. Rires d'enfants, voix appelant « papy », réfrigérateur couvert des œuvres d'Emma et du calendrier de Hugo. Un soir d'été,
Alors qu'Emma et Hugo jouaient dans l'arroseur, Carole vint dîner. Nous nous assîmes sur le porche avec du thé glacé. Tu l'as fait dit-elle doucement. Tu l'as vraiment fait. Oui, et je le referai sans hésiter. Claire et Thomas avaient essayé de m'effacer. Ils avaient échoué. Maintenant, ils payaient le prix de cet échec pendant que je vivais la vie qu'ils avaient essayé de me voler. La justice avait un goût plus doux que n'importe quelle victoire que j'aurais pu imaginer. Alors voilà mon histoire. Parfois, il faut se battre pour ceux qu'on aime, même quand ça coûte tout. Ne laissez jamais personne vous effacer de la vie de votre famille sans combattre. Maintenant, je vous demande, qu'auriez-vous fait à ma place? Vous seriez-vous battu ou auriez-vous abandonné? Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.